En route vers la COP 30, la RDC se prépare à participer activement à cette messe climatique. Quelle serait la particularité de sa participation à cette COP 30? Est-ce une routine ou moment de fort plaidoyer en faveur des peuples autochtones? Mesdames et messieurs, on en parle tout à l'heure dans cette émission Chronique des BM avec notre invité, un habitué de cette émission, un expert négociateur climat RDC. Lui, c'est monsieur Albert Fouamba. Monsieur Albert Fouamba, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Bénédicte, pour l'invitation. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà. En rapport avec notre service. Voilà. Merci également, monsieur Albert Fouamba. Ça faisait très longtemps. Nous sommes très ravis de vous recevoir encore une fois de plus dans ces plateaux. Alors, d'entrée de jeu, nous allons prendre ces images. Vous êtes expert négociateur climat. Dans le cadre de votre travail, vous étiez en déplacement. Alors, nous voudrions un peu comprendre, il s'agissait de quoi, vous étiez où, pour faire quoi? Nous étions dans une mission pour aller jauger, voir, toucher avec nos mains les réalités de ce qui se passe par rapport au paiement pour services environnementaux dans l'Équateur, dans la province de l'Équateur, et précisément à Bikoro. Notre équipe était partie à Bikoro. Il y avait une autre équipe qui était partie à Lokolela et l'autre équipe était partie à Songololo dans le Congo central. Alors c'est juste pour aller rencontrer les bénéficiaires de paiement pour services environnementaux et comment ça se passe pour leur accompagnement dans ce qu'ils font. Nous avons rencontré les planteurs, nous avons rencontré aussi le fermier pilote. Okay. Alors nous avons pris langue avec eux pour qu'ils nous disent comment ça se passe avec le partenaire que nous avions choisi pour cette phase expérimentale. Voilà, ils sont réceptifs. Ils sont vraiment réceptifs, ils ont aimé et ça va nous permettre maintenant d'élargir le spectre. Et ils nous ont aussi parlé de leurs attentes, de leurs préoccupations et de comment nous pouvons améliorer. En tout cas, on travaille ensemble avec eux. Voilà, très bien. Alors, nous sommes en direct. Cette émission Chronique des BM, ça a été déjà annoncé d'ailleurs. Plusieurs personnes. Il y a certaines qui ont même déjà écrit leurs questions. Alors, pour ceux qui nous suivent, nous sommes en direct. Si vous voulez participer à cette émission, nous sommes en train de parler de cette grande thématique, de cette grande actualité, la COP 30, qui se tiendra au Brésil, à Belém. Et la RDC va prendre part comme étant pays solution. Alors là, nous sommes en train d'échanger avec les négociateurs climat, monsieur Albert Fouamba. Alors, la COP 30, on en parle déjà, plusieurs personnes en parlent, surtout après justement le discours de la MUNETA, F. Bazaïba, à qui nous saluons. Merci. La dame qui nous a beaucoup inspiré, qui est vraiment à la hauteur de ces ministères de l'Environnement. Alors, après avoir participé à la feuille de son discours, qui a vraiment expliqué la feuille de route, comment la chose doit se passer, alors plusieurs personnes se posent la question pour un peu savoir c'est quoi la COP 30. Bon, la COP 30, c'est juste la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a aussi la COP, conférence des parties sur la diversité biologique. Il y a aussi la COP, conférence des parties sur la lutte contre la désertification. Donc, la COP sur la diversité biologique et la désertification, c'est 2 ans après. Mais la COP pour les changements climatiques, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Là, c'est chaque année, au mois de novembre, c'est là où nous nous réunissons ensemble pour réfléchir du devenir de notre monde par rapport à cette problématique du réchauffement climatique. Alors, selon vous, quels sont les acquis les plus marquants de la COP 29? COP 29, nous avons quand même élagué ce problème de l'article 6 de l'accord de Paris, qui nous parle de marché carbone. Alors, il y avait des textes à amender et aussi à adopter. Je crois que nous, les négociateurs, nous avons fait un effort pour que nous puissions parvenir à parler un seul langage. Et c'est une question que nous avions élaguée. Donc, par rapport au marché carbone réglementaire,
d'après l'article 6.2 de l'accord de Paris et l'article 6.4 de l'accord de Paris et l'article 6.8. Okay. Vous entendrez que non, article 6.2, c'est en rapport avec les cédènes de pays, des pays partis qui vont s'échanger les ITMO. Les ITMO, c'est le résultat de l'atténuation de chaque pays par rapport à sa cédène. Okay. Alors ces ITMO-là, le pays peut les échanger avec un autre pays, on peut le payer. Ce sont des CO2, des gaz à effet de serre atténués ou évités par rapport au projet que vous avez mis en place. Là, vous pouvez aussi les vendre à d'autres pays pour qu'ils puissent aussi atteindre leurs objectifs. Okay. Alors, 6.4, c'est pour les entrepreneurs, les sociétés privées, les entrepreneurs qui veulent aussi travailler dans le marché carbone, hein, des sociétés, des aviations, des sociétés, des industries qui peuvent aussi entrer dans ce marché-là. C'est un marché comme tout autre marché que les gens peuvent acheter, vendre et aussi stocker et même stocker ça dans la bourse de valeur. Voilà. Alors 8, c'est la volonté. Les gens qui ont à cœur de faire quelque chose pour le climat et ne demandent pas beaucoup de choses, ils font, c'est un marché volontaire, ils le font et tout ça a été réglé et voilà la particularité. Et c'est pour cela qu'ici en RDC, à Kinshasa précisément, ça sera érigé ce que nous appelons les centres d'excellence régional pour le marché de carbone. Voilà. Alors nous allons souffler un peu, prendre cet élément et puis on revient tout juste après pour continuer nos discussions sur la COP 30. Voilà, la RDC va participer activement à cette COP 30 comme étant un pays solution. Nous voudrions comprendre, M. Albert, quelles sont les attentes principales de la RDC pour cette COP 30. Merci beaucoup, Madame Bénédicte, pour la question pertinente. Éclairer aussi l'opinion congolaise, nationale et aussi internationale, pour ce que la RDC va faire à Belém, à la COP 30 au mois de novembre. D'abord, il y a une particularité par rapport à cette COP 30. C'est une COP qui se tient dans un pays forestier. N'ignorez pas que le massif forestier du Brésil, c'est énorme pour le monde entier. Maintenant, la RDC aussi veut s'imposer comme pays solution et aussi un pays modèle pour la conservation forestière. Vous savez que non, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de pays conservateurs, de pays qui ont fait vraiment cette activité de la conservation forestière, la RDC est parmi les premiers pays à le faire. Pourquoi? Par la politique mise en place par le gouvernement de la Première ministre et aussi par les actes posés par notre ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. Ça, c'est un fait. Alors, deuxièmement, dans cette COP, il y a de nouveaux paradigmes. C'est-à-dire, il y a de nouvelles initiatives, notamment ce que nous venons de parler ici au début de l'émission, le paiement pour services environnementaux. Et si peut-être nous évoquons cette stratégie, c'est pour permettre aux communautés locales de ne pas recourir à l'agriculture itinérante sur brûlis, qui est le moteur principal de la déforestation, mais ils doivent faire ce que nous appelons la culture pérenne, pour pouvoir cultiver sans pour autant déforester, sans pour autant brûler les forêts. Là, c'est l'idéal. Et vous verrez que non, ce sont des projets qui se font tout près de ménages. C'est pour préserver des forêts primaires. Alors, les gens qui font ce travail seront payés pour toutes ces activités parce qu'ils contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est la particularité. Et le paiement avec ce que nous faisons comme phase expérimentale, ça va se passer à Belém en direct et on va le faire avec le paiement mobile. On va appeler la personne là où il est pour lui dire que non, regarde dans ton téléphone, on t'a payé pour tes efforts que tu as fait pour préserver. C'est de l'innovation. C'est de l'innovation. C'est une façon pour vous d'encourager les autochtones. Exact.
Voilà que non. Maintenant, ce n'est pas passer par plusieurs itinéraires pour obtenir votre dû, mais dans votre téléphone directement, ça vient. C'est l'initiative de son Excellence Madame Eve Bazayuba qui a réfléchi avec son cabinet pour pouvoir travailler dans ce sens-là. Voilà. Alors, une très belle initiative à louer. Quand quelqu'un fait de très belles choses, je crois qu'on ne doit pas attendre sa mort ou son absence pour en parler. Il faudrait les dire tout haut pour que les générations futures, les générations qui viennent, en profitent également et emboîtent les pas. Alors, nous allons suivre l'extrait de la Muneta, Eve Bazayuba, qui nous a présenté la feuille de route, également afin que les Congolais puissent bien se préparer pour cette COP30 qui se pointe à l'horizon. On suit son extrait, on revient pour un petit commentaire. Je voudrais saluer votre présence ici. Les affaires étrangères spécialement et les affaires coutumières. Monsieur le secrétaire général plutôt du ministère de l'Environnement et Développement durable, très chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs représentants des institutions locales, chers responsables des organisations de la société civile, nous sommes réunis ce jour pour procéder à la présentation de la feuille de route de la participation de la République démocratique du Congo à la 30e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, réunion qui aura lieu à Belém, au Brésil, du 11 au 22 novembre prochain, et nous sommes venus aussi échanger à ces propos. C'est au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision climatique et environnementale sont mises en exergue, et par nous-mêmes, responsables du secteur de l'environnement, évidemment sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dont les orientations guident notre action. Et j'ai saisi cette opportunité pour saluer tous les participants à cette activité et vous félicite chacune et chacun de manière particulière, car c'est ensemble que nous sommes en train de gagner le pari de récupérer le leadership climatique et environnemental de la République démocratique du Congo, notre riche et beau pays qui se positionne aujourd'hui dans le monde comme étant un pays solution face à la crise climatique. En effet, il vous souviendra qu'à notre avènement à la tête du ministère de l'Environnement et Développement durable en 2021, la principale mission qui nous a été confiée par le gouvernement de la République était de récupérer justement le leadership régional et international de la République démocratique du Congo qui avait perdu dans les secteurs environnemental et climatique, ceci en dépit de ces immenses ressources naturelles dont les forêts, les ressources hydriques, minérales et en biodiversité qui à ce jour sont incomparables et demeurent inégalées. Je vous épargne, mesdames et messieurs, des statistiques. Voilà, c'était la Muneta. Un petit commentaire. La Muneta nous présente la feuille de route pour que nous puissions bien se positionner et bien participer à cette COP30. Ok, merci beaucoup pour la question. Et si vous avez bien suivi la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazayuba Massoudi, elle a martelé sur la ligne de conduite du gouvernement. C'est depuis la COP 26 à Glasgow, là où nous avons martelé pour parler au monde entier que c'est la RDC qui est le pays solution. Et elle a bien dit que non, c'était les orientations du gouvernement
Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné une vision claire par rapport à ce que la RDC pouvait faire au niveau de l'environnement, c'est-à-dire récupérer notre leadership. Vous vous en tiendrez compte qu'on ne parlait pas de la RDC dans des années passées, alors que c'est la RDC qui détenait la solution. Quand on parle de la solution, c'est une solution basée sur la nature, dans la lutte contre les changements climatiques. Et c'est là où cette philosophie a commencé, à Glasgow, et aucun pays, aucun État n'a contesté cela. Et lorsque nous sommes allés en Égypte, à Sharm el-Sheikh, tout le monde était d'accord, et tous les pays d'un commun accord, ils ont trouvé la nécessité de composer avec la RDC, parce que c'est le pays qui pourrait jouer un rôle. C'est vraiment une plaque tournante dans la lutte contre les changements climatiques. Même à Bakou, ça a été démontré que non, c'est la RDC, lorsqu'on recourt à la transition énergétique, lorsqu'on recourt, par exemple, à l'abandon des énergies fossiles, alors vous allez faire comment? Vous aurez besoin des minéraux critiques ou minéraux stratégiques. Plus de 70%, c'est en RDC. Alors, c'est inévitable de ne pas composer avec la RDC. Mais dans d'autres années, on ne parlait pas de ça. Vous verrez que non, sur le bassin du Congo, la RDC à elle seule a 62% de forêts tropicales limites. Il y a d'autres pays, 5 ou 6, qui se partagent les 48%. Mais ils veulent être leaders par rapport au pays qui a 70%. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Voilà. Lorsqu'on prend les choses dans leur contexte, c'est la RDC qui doit être leader dans cette matière-là pour toute l'Afrique. Et dans les négociations, c'est la RDC qui devait prendre l'étendard de l'Afrique pour plaider la cause de l'Afrique par rapport à ce qu'il a comme ressources dans la lutte contre les changements climatiques. Voilà. Alors, Brésil, pays hôte pour la COP30. Que pensez-vous de cette désignation? Brésil, vous savez que le Brésil a passé un peu de moments critiques lorsqu'il y a eu un régime de président Jair Bolsonaro. On a enregistré beaucoup de déforestation au Brésil parce que lui, il s'en foutait de la cause climatique. Vous voyez, n'est-ce pas? Il déforestait pour faire d'autres choses, pour faire l'agriculture, pour faire donc puiser du pétrole et construire des industries en pleine forêt. Et le Brésil a beaucoup perdu. Et maintenant, lorsque le nouveau président est arrivé au pouvoir, il a voulu récupérer la place du Brésil. C'est alors que cette COP intervient. Nous, avec Brésil, nous avons mis en place un mécanisme. Je crois que vous avez couvert ces activités-là, oui, du mécanisme TFFF. Voilà. Tropical Forestry Forever Facility. Que le Brésil a initié parce qu'il a expérimenté ce mécanisme et ils sont parvenus à augmenter leur couvert forestier par rapport à cela. Et c'est pourquoi ils veulent intensifier. Et la RDC a embrassé cette initiative. Et nous, avec Brésil, nous sommes en train de mener la danse par rapport à cela. Et ça sera aussi un point culminant lors de la COP 30. Voilà un peu ce que la COP 30 pourrait nous rapporter comme des retombées. Et lorsque nous avons mis nos centaines de millions de massifs forestiers en programme, et la manne sera sans précédent, mais ça va aider parce que l'AMINETA insiste toujours, dans les cas de ligne de conduite du gouvernement et du chef de l'État, de penser d'abord à la population locale. Ceux qui conservent cette forêt, voilà, ceux qui sont là, les autochtones, leur présence, c'est ce qui fait que nous puissions parler aujourd'hui qu'il y a des forêts. Ni c'était leur présence à ce moment ici, on n'allait pas parler de forêt. Voilà. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des initiatives et des mécanismes de paiement, de financement, d'abord, ce sont eux qui vont à la base
bénéficier de cela. Alors, quels sont les freins majeurs à la mise en œuvre des engagements climatiques selon vous? Il y a des résolutions qui sont prises pendant ces différentes COP, hein, des résolutions prises. Alors, on se rend compte qu'on ne sent pas vraiment les retombées. Apparemment, les résolutions tardent à être mises en pratique parce que les pays pollueurs continuent à polluer, les pays qui sont pauvres continuent à s'appauvrir, alors que dans les différentes COP, on prend des résolutions qui pourraient évidemment changer les dividendes. Alors, que pensez-vous de... Qu'est-ce qui freine en fait? D'abord, il y a la mauvaise foi et certains pays ne jouent pas franc jeu. Mais on ne désarme pas. On est en train de combattre, de négocier, de parler. Si aujourd'hui, à la Cour pénale internationale, Cour internationale de justice plutôt, il y a déjà cette cause pour commencer à traquer, à punir tous les pays qui vont polluer l'environnement abusivement, ils seront traduits à justice. Je ne sais pas s'il y a 5 ou 6 jours à la Cour internationale de justice, c'est déjà un pas. Deuxièmement, lors de la COP 27, on avait mis en place le mécanisme de paiement pour le perte et préjudice, les fonds de perte et préjudice. Donc, tous les pays victimes devraient être payés pour réparer ces dommages. Et à la COP 28, on a constitué les fonds et on a finalisé, on commencera à réparer le pays victime, le pays pauvre victime de réchauffement climatique. Okay. Et ce qui va maintenant renforcer, c'est cette disposition de la Cour internationale de justice qui a pris cette histoire à main pour condamner, ça sera comme crime contre l'humanité pour le pays pollueur et des industries qui polluent la nature. Je crois qu'avec ça, ça va contraindre à chacun de jouer son rôle. Exactement. Et nous parlerons aussi des promesses non tenues. Voilà. Parce qu'on dit la responsabilité est commune mais différenciée. Voilà. Il y a d'autres qui sont à la base de réchauffement climatique et d'autres qui sont victimes. Voilà, qui subissent. Voilà, ils subissent. Et tous doivent faire un effort pour parvenir à lutter contre le changement climatique, chacun de son coin, avec tout ce que nous avons comme résolution. Voilà un peu, c'est ce que je veux vous dire que non, c'est que ce n'est pas que non, rien n'est fait, mais si les gens parviennent à aller jusqu'à ce niveau-là, c'est pour vous dire que non, on en a assez pour des gens qui maintiennent ces méthodes qui polluent l'environnement et au péril des vies humaines. Allez-y voir, il y a 2 mois, 3 mois en Europe, il y a eu jusqu'à 43 degrés, feux de forêt, plusieurs morts, voilà, aux États-Unis. Et vous voyez que non, c'est vraiment tragique. À cause de l'argent, est-ce que nous pouvons laisser la population périr comme ça? Non, nous devons nous mettre debout dans des négociations pour que les responsables soient tenus pour réparer ceux qui sont en train de faire. La RDC est tellement déterminée. Quand vous parlez, nous sommes en train de sentir une détermination. Oui. Alors, c'est déjà quoi la thématique de cette COP 30? Bon, cette COP 30, c'est juste pour sauver notre terre. Sauver la nature par la nature, comme on a toujours dit. C'est ça. Alors, dans cela, il y a d'autres mécanismes. Ce que nous allons parler, même la faisabilité de l'article 6 de l'accord de Paris. Nous allons brandir le marché carbone pour que tous entrent dans ces systèmes et dans ces mécanismes. Ça va permettre à ce que le pays puisse avoir des ressources conséquentes qui vont leur permettre de lutter contre les changements climatiques. Voilà. Voilà, l'apport des ONG, l'apport de jeunes, l'apport de structures de jeunes environnementaux, l'apport de peuples autochtones, les communautés locales. Quel est l'apport de personnes des communautés locales dans une telle manifestation? En tout cas, ce sont des parties prenantes. On ne peut rien faire sans eux. On ne peut rien décider sans eux. Leur voix porte aussi au plus haut point. Quand vous serez dans la COP, vous verrez que toutes ces catégories de personnes que vous venez de citer
ils sont là, ils manifestent. Ils sont aussi invités à siéger là où des grandes décisions se prennent, pour prendre en compte leurs prérogatives, parce que ce sont eux qui vivent au quotidien cette problématique de changement climatique. Donc ils sont là, et même ici en RDC, on leur permet, on les encadre, il y a renforcement des capacités, et même si nous pouvons prendre des initiatives, que ce soit pour voter une loi, que ce soit pour une stratégie au niveau de l'environnement, on ne peut jamais le faire sans pour autant demander la participation de la communauté, donc des ONG, des jeunes, des femmes et des peuples autochtones. Ils sont toujours là représentés, même dans nos ateliers, dans nos séminaires, même dans nos retraites. Oui, nous avions vu les là. chefs coutumiers, Ils sont là. de route. On les amène même dans les COP. Okay. Je me rappelle, il y a eu 2 chefs coutumiers qui étaient avec nous en Égypte, okay. À Sharm el-Sheikh, qui quittaient de Yangambi. Ils sont venus et ils ont aussi donné leur point de vue. Ils ont donné leur point de vue aux discussions. Donc, ils ne sont jamais oubliés. C'est pour eux que nous sommes en train de lutter, que la ministre d'État est en train de se battre pour leur cause. Voilà, on va respirer un peu. Okay. J'aime bien Famba. Allez, prenons cet élément et on revient tout juste après ça. D'accord. Il va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Alors, Monsieur Albert, selon vous, quelle serait une COP réussie? Une COP réussie, c'est lorsque il y a consensus de toutes les parties par rapport à des questions qui fâchent, notamment des questions de financement. Okay. Parce que pour lutter contre le changement climatique, vous verrez que non, par rapport à l'article 4 de l'accord de Paris, chaque pays doit produire sa CEDEN, voilà. Contribution déterminée à l'échelle nationale. Mais dans la CEDEN, il y a ce que nous appelons des conditions qu'il faut pour obtenir des fonds, ce que nous appelons des faits conditionnels et inconditionnels. Quand on dit fonds conditionnels, c'est-à-dire c'est ce que le pays pollueur pouvait aider le pays à bien lutter contre les changements climatiques, à réaliser les projets qui sont dans la CEDEN. Maintenant, si inconditionnel, c'est ce que le pays lui-même prend en charge pour pouvoir finir. Maintenant, nous pouvons faire notre part. Dire que nous, à tel pourcentage, nous allons prendre en charge. Et le reste, c'est le pays pollueur par rapport à ce que nous avons comme convention avec eux. Mais vous verrez que nous, ils traînent de pas et il y a plusieurs conditionnalités pour accéder à leurs fonds. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher des mécanismes pour les faciliter, pour accéder facilement à ces fonds-là et travailler d'un commun accord dans les programmes et projets que nous avons mis en place. En ce moment-là, ça va nous aider. Maintenant, lors des COP, c'est ça le premier problème qui est sur la table, c'est le problème des financements. Ils peuvent dire non, nous avons fait ceci, c'est pourquoi les pays du tiers-monde ne tiennent pas compte de certaines choses, ne font pas de projets bancables et tout ça. Tout ça, ce sont des faux fuyants. Parce qu'ils ne veulent pas donner. Par rapport à ce qu'ils... Ce n'est pas un don. Ou bien ce n'est pas... on est en train de quémander leur argent. Non. Chacun est responsable dans ce qu'il a fait. Parce qu'ils ont pollué, c'est alors qu'ils sont devenus riches. Voilà. Ils ont industrialisé et croyaient que non, nous voulons mener une bonne vie, mais ils sont en train de détruire la planète. Je vais répéter mes paroles comme je l'avais dit lors de l'émission passée. Ban Ki-moon a dit, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète. Là où l'on peut aller vivre. Nous n'avons que la planète Terre. C'est pourquoi nous devons conjuguer tous nos efforts. Vous êtes à la base de cette situation. Vous devez être alors responsable, messieurs, mesdames. Mais pourquoi ne pas accompagner ce pays victime? Parce qu'aujourd'hui, si la RDC veut aussi construire des grandes industries, de commencer à polluer avec les charbons, tout le monde va se tenir debout pour condamner, fustiger. Mais qu'est-ce que vous faites pour que la RDC puisse aussi se développer comme vous, mais sans passer par les chemins que vous avez empruntés, que nous déplorons tous aujourd'hui?
Alors, merci beaucoup, Monsieur Albert Fwamba. Il y a des messages qui tombent vraiment beaucoup, mais je crois que nous allons sélectionner. Nous allons sélectionner le message. Alors, voilà, je te suis depuis la commune de Lemba, Madame BM. Bravo à Monsieur Albert Fwamba. Voilà. On va prendre notre message. Monsieur Richard, depuis Maluku, est-ce que les étudiants aussi et personnes vivant avec handicap peuvent y parvenir? Si oui, comment faire? Nous travaillons beaucoup avec les étudiants. D'ailleurs, nous sommes dans une formation sur la transparence climatique, notamment l'article 13 de l'accord de Paris. Ça fait déjà des semaines. Nous recevons plusieurs étudiants, ils viennent ensemble avec les experts du ministère pour qu'ils puissent comprendre comment ça se passe au niveau de la transparence climatique. Donc nous travaillons avec les étudiants. Non seulement les étudiants de la RDC, il y a aussi d'autres étudiants qui viennent même de l'Europe. Ils sont là dans notre ministère pour aussi être encadrés. Okay. Donc les étudiants, on travaille avec eux, ils sont là et nous sommes en atelier avec eux. Donc il n'y a pas de problème, il suffit seulement de s'approcher au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ils auront vraiment tous les détails possibles. Voilà, alors comment y participer? Comment ils participent? Je vous ai dit que non, qu'ils viennent au ministère. En ce moment-là, on va leur dire ce qu'il faut faire. Mais des fois, ils peuvent aussi écrire, présenter les intentions. Quand ils écrivent, nous allons maintenant traiter le courrier et puis après, ils auront vraiment gain de cause. Voilà, M. Albert, Limbolana Nunalingala, Likamboya financement, wana. Et pour ça, les bandengeni, Maman Francine depuis Njili. Ok, Likamboya financement, le cours à Tomonike, bango comité Mamabe, bazo pe sambongo te, bisomoko, tolobi tozape bato, tokosala quelque chose. Yango nande, Mikolekoya, tokozana o tozobenga taxe carbone. Mbonga taxe carbone yoko sunga biso po te tocha ba manaka na biso nyonso ba programme oyo toponi pona kobunda na likambo ya changement climatique. Tozape na likambo oyo tobengi marché carbone, weze ya ba carbone. Place bazo teka bazo somba. Biso pe tokobanda koteka ba carbone na biso ba émission na biso oyo to atténuer pour être mbongo ekokota tango tokoteka ba crédit carbone ndenge tolobaka yango nde ekosunga biso pour que to tia ba programme ba projet ya esunga biso pona ko bundisa likambo ya changement climatique. En attendant bango soki siko balingi baya parce que sengeli baza la peine à bosembo baza la peine à bosolo balobela batu ke non biso nde toza à la base ya likambo oyo to promettre bino que nous to kopesa peut être bino esunga bino bokunda na likambo oyo parce que bozana bobola bozana mbongo belete mais balobi yango na monoko mais basali yango te. Alors biso pe tozali kosala et toyebi que tozana esika tokokuta na bango pona koyebisa bango que non soki bino pe bosali ote biso pe tokosala. Voilà, on va clôturer par cette question. Peut-on imaginer qu'une telle conférence se fasse ici au Congo? Oui, on peut le faire. C'est vrai? Ça s'est prouvé lorsque tout suite organisé, mais de 2 jours. Et comme particularité, la COP 27. C'était en 2022 ou bien 23, c'est 2022. Parce que 2023, 2024, 2025, 2024, on était à Bakou. Oui. Donc 2024, on était aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Oui. En Égypte, c'était 2023. Voilà, 2023. Avant, au mois de mai ou juin, si je ne me trompe pas, nous avons organisé la pré-COP, c'est-à-dire la COP 27, nous avons organisé ensemble avec l'Égypte. Ensemble, nous étions à 2. Nous avons abrité la pré-COP et l'Égypte a abrité la COP. Et nous avons fait ça en 2 temps. Il y a eu le segment des scientifiques.
Il y a eu des scientifiques du monde entier qui réfléchissent, qui travaillent, qui font des recherches sur les changements climatiques. On les avait réunis à Yangambi. Et on dormait sur le bateau. Voilà. Et après, nous avons fait les segments ministériels. Et ça avait réussi au Palais du Peuple. Et bientôt, nous avons notre centre culturel là. Voilà. Et la salle là que vous avez vue, je crois que la RDC peut organiser la COP sans problème. Voilà. Alors, merci beaucoup, Michel-Bert Fouamba. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Chronique des BM. Il y a des gens qui nous appellent, qui nous écrivent. Mais je pense que prochainement, on aura le temps peut-être de répondre à toutes les questions de la population congolaise. Alors, un mot de la fin pour clore cette émission. D'abord, j'ai dit merci à vous, Madame Bénédicte Moni. Merci beaucoup, Michel. Pour votre dévouement pour cette cause. C'est une cause noble sur le climat. Si vous voyez, aujourd'hui j'ai lu un article sur RFI, il y a même des maladies mentales causées par le réchauffement climatique. Il y a des conséquences inimaginables, incalculables pour cette cause. Et l'apport de chaque personne est très très important. Nos populations, là où ils sont, chacun de nous, si tu vis sur cette planète Terre, tu dois faire quelque chose. En commençant d'abord par la gestion durable des déchets, ce qui nous entoure, éviter la pollution, et ça va nous aider. Et aussi, je dis merci à son Excellence F. Bazaï Bamassoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, pour son leadership dans ces ministères, qui nous aide aussi à découvrir certaines choses dans ce que nous faisons comme travail, sous la conduite aussi de son Excellence, le chef de l'État, qui martèle jour et nuit pour que nous puissions être à la hauteur, être leader environnemental de par le monde. Et je vous dis merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et à tous nos amis et nos collègues du travail. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous laissons entre le mains de Dieu. D'accord, merci beaucoup et nous disons Amen. Nous allons clôturer cette émission par cette citation qui dit ceci. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Au revoir.